Donc l'histoire s'appelle Le joueur d'échecs. Seul Douglas Kent l'a toujours été. La véritable solitude existe au milieu des autres, parmi les autres, avec eux, malgré eux. Douglas est un solitaire de 26 ans, des parents inexistants, une mère à la dérive, peut-être dans l'alcool, en tout cas dans la prostitution. Un père disparu, il ne sait même pas où. Douglas est un enfant affamé d'affection dans le désert de l'Amérique de 1960. John Kennedy vient d'être élu président des États-Unis et la famille Kennedy s'étale dans les journaux. L'Amérique aime la famille, la prône non-sens, mais lui, Douglas, est un sans-famille. Il est né du hasard de la rencontre d'un homme inconnu et d'une femme inconnue, dont il se souvient à peine comme d'une ombre échevelée sur un trottoir ou derrière un verre. Après, il y a d'autres inconnus, des éducateurs, des gens qui l'appelaient Kent, comme s'il n'avait vraiment pas eu de prénom. Et puis des policiers, des gardiens de prison, qui l'appelaient Kent eux aussi. Un numéro, voilà ce qu'il est pour la société américaine. Un numéro sans adresse, sans souvenir, sans photo d'enfance, sans grand-père ou grand-mère, sans racines et sans histoire. Alors il s'en est fait une histoire. Intelligent, c'est marqué sur les rapports de psychiatrie. Mais que faire d'une intelligence solitaire que personne ne forme n'éduque? Cette intelligence se braque sur une idée fixe. C'est la nuit que Douglas est libre. La prison a refermé ses portes sur lui de l'extérieur. Nouvelle solitude, nouvelle errance. Il marche dans la campagne, il marche dans la ville, avec en poche son pécule et son billet de sortie. 7 ans de prison pour attaque à main armée, est-il un gangster ou un dur? En tout cas, il sait où trouver une arme. C'est simple, il suffit d'entrer dans un magasin, de choisir, de payer et de ressortir. Aux États-Unis, la plupart des armes sont en vente libre. Personne ne vous demande pourquoi vous achetez, ni votre identité. À moins, évidemment, de s'offrir un canon ou une arme de guerre. À quoi ressemble-t-il ce garçon en imperméable, usé, en polo et en pantalon chiffonné? À rien. Un visage anonyme, aux traits plutôt fins, aux yeux vifs et intelligents, au front haut. Rien d'autre de remarquable, ni laideur ni beauté spéciale. Les mains sont blanches et fines elles aussi. La corpulence est moyenne, les épaules un peu maigres, le cou long. En récupérant ses vêtements de sortie, Douglas s'est aperçu qu'il avait grandi un peu, entre 18 et 26 ans. Alors le pantalon est un peu court et les manches du polo remontent sur ses poignets. Il marche à la recherche d'une famille. Il s'est fixé une mission, une vengeance extraordinaire, et pour cela, il a besoin d'une famille. Dans cette maison-là, il y a une famille. Il le devine à la silhouette d'une femme qui passe devant la fenêtre, à la voiture dans le garage, au vélo des enfants abandonnés dans le jardin. Il voit les reflets d'un écran de télévision et il sent l'odeur de la cuisine du soir. Où sont-ils ces gens? Peu importe, heureux ou malheureux, riches ou pauvres, il a seulement besoin d'eux. La sonnette vient de retentir. Eda Bowman va ouvrir. Kent a devant lui une petite bourgeoise américaine de 33 ans, mère de 3 enfants, femme au foyer, qui lit des romans d'amour, calcule les vitamines des repas de chaque enfant et va chez le coiffeur une fois par semaine. Elle fait attention à sa silhouette, elle est fidèle à une marque de maquillage et porte des bijoux de fantaisie. En ouvrant la porte, elle a pesté contre son mari, qui n'a pas encore changé l'ampoule du lampadaire qui éclaire en principe le hall d'entrée. Elle ne voit donc presque rien du visage de l'inconnu qui a sonné. Elle remarque seulement qu'il est jeune et se tient légèrement penché en avant dans une attitude timide et gênée. Pardon de vous déranger, madame. J'ai un petit accident. Il n'y a pas de cabine téléphonique par ici.
est-ce que je pourrais... Ni un gangster, ni un tueur, ni même un de ces hippies que l'on voit parfois traîner autour du drugstore du village. Rien d'inquiétant. Eda le laisse rentrer sans objection. Andrew, son mari, a délaissé la télévision un instant pour désigner aux visiteurs le guéridon dans l'entrée et l'appareil téléphonique. 35 ans, un peu chauve déjà, Andrew est un de ces cadres d'entreprise qui ont souvent l'air tout nus sans leur attaché-caisse et leur cravate. La porte est encore ouverte et Dave fait un pas en arrière pour laisser entrer le jeune homme. Ken avance et, sans se retourner, d'un geste brutal, referme le battant derrière lui en sortant un revolver qu'il traque sur le couple. Sa voix est calme. Si vous faites du bruit, je vous descends. Alors il apparaît dans la lumière du couloir et les Bowman ont le sentiment d'avoir affaire à un martien. L'attitude a changé. Plus de timidité, mais une raideur et une froideur inhumaine. Un regard méthodique qui fait rapidement l'examen des lieux. Kenneth, l'aîné de la famille, 10 ans, tout blond, le nez couvert de taches de rousseur, arrive au même instant. Il regarde le visiteur et, l'arme braquée sur ses parents, dans ses grands yeux stupéfaits, Douglas Ken lui demande toujours calme: Salut bonhomme, tu es seul? Non. Le père ajoute: Il est avec son frère et sa sœur. Je vous en prie, laissez les enfants en dehors de ça. Ken fait un pas dans le living room et lui fait signe d'avancer. Ne vous inquiétez pas, pour les enfants, je ne leur ferai aucun mal. Mais qu'est-ce que vous voulez demande Eda, terrifiée. Nous n'avons pas d'argent ici. Je ne veux pas d'argent. Dans le living room, Suzanne, 7 ans, une petite demoiselle déjà affalée dans le fauteuil, saute sur ses pieds à l'entrée. Le petit frère, Nicky, 5 ans, dort sur la moquette à plat ventre devant la télévision. Une famille classique. Un plateau sur la table avec des reliefs de sandwichs et de pizza, du coca et du jus d'orange. Les publicités qui défilent sur l'écran, un journal qui traîne sur le divan. Douglas Kent examine tout cela d'un œil froid. Toutes ces choses qu'il ne connaît pas, il parle sans émotion. Je ne vous veux pas de mal, j'ai besoin que vous m'aidiez. Il sort de sa poche un rouleau de grosses ficelles. Il pousse Andrew vers le radiateur de chauffage et tend le rouleau à sa femme. S'il vous plaît, attachez-lui les mains derrière le dos. Paralysée par la peur, Eda ne bouge pas. Dans sa tête, elle imagine toutes les situations possibles. Ce garçon ne veut pas d'argent, c'est plus inquiétant que tout. Il va la violer ou les tuer tous. Ce n'est pas un être humain, c'est un mécanique qui lui ressemble. Il n'élève pas le ton, ne crie pas, ne fait pas de gestes brusques. Il menace calmement, sans violence. C'est terrifiant. Comme elle reste paralysée, Douglas insiste. Alors, faites ce que je vous dis, attachez-lui les mains derrière le dos, je vous en prie. Cette politesse, ce calme, sont encore plus effrayants. Andrew, le mari, comprend qu'il faut lui obéir. Il tend ses 2 poignets à sa femme et de lui-même en lui tournant le dos, et Eda s'exécute, les larmes aux yeux. Le rimel lui brûle les paupières, ses joues s'ornent de petites rigoles noires. Elle ne voit plus très clair. Douglas surveille son travail de quelques coups d'œil rapides, sans perdre de vue les 3 enfants. Ouais, j'ai vu. Triste nouvelle. Il surveille la confection du nœud, fait signe de serrer davantage, et puis tend un canif à Eda. Coupez maintenant. Très bien, autour des enfants. L'aîné Kenneth vient de comprendre qu'il se passe quelque chose de très grave, qu'on ne joue pas comme à la télé. Il se précipite vers la porte du living pour fuir, mais Douglas le rattrape en 3 enjambées avec une rapidité de serpent. Reste là, toi, sinon je tue ta maman.
toujours sans élever la voix, avec un calme insupportable pour les autres, cette concentration sans faille. Le petit garçon se débat comme un beau diable, mais Douglas le tient fermement par le col de son pyjama et le pousse contre sa mère. Allez, madame, tâchez-lui les mains. 3 tours suffiront. Eda, tremblante, s'empare des petits bras, les tire en arrière et les attache. Elle fait un nœud, coupe la corde, en pleurant toujours. Son mari tente de discuter. Pourquoi attachez-vous les enfants si vous ne voulez pas lui faire de mal? Parce que je les emmène avec moi, et votre femme aussi. Mais pourquoi? Où les emmenez-vous? Ne vous énervez pas, monsieur. Je les emmène à la prison de Lincoln. Ils vont me servir d'otage. En plus, j'ai vu ça hier matin dans le train, au moment où le train arrivait dans la ville où il est mort. C'est beau. Ah oui, j'avoue. Le père comprend. Il a affaire à un fou, un évadé de prison, un maniaque. Peu importe, mais un homme qui ose se servir d'une femme et de 3 enfants en otage. Prenez-moi en otage, mais laissez-les tranquilles. Ce n'est pas le jeu, monsieur. Pour prendre le roi, on se sert de ses troupes. Les enfants sont attachés l'un après l'autre dans le silence que seul trouble les reniflements d'Eda. Elle essaye désespérément de reprendre son calme. C'est maintenant à son tour. Douglas lui demande poliment de se tourner et de tendre ses poignets. Il l'attache lui-même et pose son revolver à bonne distance quelques instants et fait rapidement le travail. Puis il reprend l'arme et d'un léger mouvement de canon désigne la porte. Allez-y, au garage, où sont les clés de votre voiture? Il la repère en posant la question. Elles sont là, posées sur le guéridon, avec l'attaché-caisse du père de famille. C'est logique, l'homme rentre de son travail, pose ses clés, sa mallette et accroche son imperméable à la patère du couloir. Douglas n'a jamais fait cela lui-même. Il ne l'a jamais vu faire non plus. Mais il devine le processus classique des gestes, la logique immuable, la routine. Il est intelligent, il n'a pas besoin d'attendre la réponse. Il prend la clé et explique aux enfants. Quand nous serons dans la voiture, je vous détacherai les mains, et à votre mère aussi. Nous allons faire une promenade. Je ne vous ferai pas de mal, absolument pas. Et si vous êtes sage et que vous ne bougez pas, et si vous ne criez pas. Puis il s'adresse au père de loin, le ton à peine plus haut. Quant à vous, appelez la police si vous voulez revoir vos enfants et votre femme vivante. Andrew, à ce moment-là, un secret d'espoir que le kidnappeur ignore. Il attend des amis vers 21h. Or, il est 21h15 et les amis ne sont pas encore là. Ouais, c'est ce qu'ils disent, mais bizarre. La porte de la maison se referme et sans perdre une seconde, Andrew se met à se tortiller et à tirer comme un fou sur la grosse ficelle qui le relie au radiateur. Pendant ce temps, dans le garage, Douglas fait monter les enfants et leur mère à l'arrière de la voiture, puis il ferme les portières et coupe les liens, ainsi qu'il l'a promis. Eda a un regard rapide sur le compteur d'essence. Ils n'iront pas loin. Elle se souvient que son mari a parlé de faire le plein le lendemain. La voiture roule lentement pour sortir du garage. Depuis la maison, Andrew, qui tire toujours sur sa ficelle, voit le rayon des phares, puis plus rien. Douglas accélère dès qu'il est sur la route et sort de la ville. De Logan. Donc Logan, c'est un petit pays dans le Nebraska. Tout le monde se connaît dans ce petit village de génération en génération. Il fait doux en dehors et chaud dans la voiture car Douglas n'a pas baissé les vitres pour bien sûr éviter que les enfants n'appellent au secours.
Ils croisent de rares voitures, la route est droite, la nuit est sombre. Il ne parle pas. Il est concentré, une main sur le volant, l'autre sur son arme. Dans le rétroviseur, Eda observe le visage de son ravisseur. Elle ne voit apparaître ni sentiment, ni émotion. Quel que soit son but et sa folie, il reste impassible. Seuls ses yeux bougent de temps en temps pour la surveiller, elle, ou jeter un coup d'œil vers la lunette arrière ou sur le compteur d'essence. De sa voix uniforme, Douglas demande: La station de Bleu Wagon est ouverte? Je crois. Faites passer le petit sur la banquette à côté de moi. Nicky est toujours à moitié endormi, il pleurniche sans comprendre. Calmez-le, dites-lui de se rendormir. Nous allons nous arrêter à la station. Je le garde près de moi. Si vous prononcez un mot, ou si vous faites un seul signe, je l'étrangle. C'est aussi simple et clair que cela pour le kidnappeur. Il l'étrangle. Comment retirer un pion du jeu? Eda ne sait pas s'il faut le croire ou non. Ce calme est déconcertant. Elle en doute un peu, mais la main de Douglas se pose sur le cou de l'enfant, endormi sur le siège à côté de lui. Quelques minutes plus tard, l'enseigne au néon de la station-service apparaît au loin. La voiture ralentit, se lance sur le côté et roule lentement sur la piste jusque devant les pompes. Douglas Kent baisse sa vitre et demande à l'employé: Le plein, s'il vous plaît. Eda n'a Dieu que pour cette main, légèrement plissée sur le cou de son petit garçon. Une main longue, fine, aux doigts nerveux, mais qui ne tremble pas, simplement posée contre le siège et aussi sur la gorge de son tendre enfant. Alors elle ne dit rien, et la voiture se lance à nouveau sur la grande route droite et prend de la vitesse. Douglas pousse le moteur à son maximum en silence. Après un moment d'hésitation, Eda se décide de parler. Où allons-nous? Je vous l'ai dit, à la prison de Lincoln. Mais qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Je vous l'ai dit aussi, vous allez me servir d'otage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu arriver en fait. Vous marcherez devant moi. J'ai le revolver à la main jusqu'à la cellule de Letcher. La route qui défile, les phares qui éclairent. D'une lumière blanchâtre des champs de maïs. Quelle lumière lointaine et ces phares insolites. Jusqu'à la cellule de Lécheur, c'est un cauchemar. Eda vit un cauchemar. Elle, une petite femme simple, une petite bourgeoise américaine, sans histoire, sans grande imagination. Elle qui attendait des amis pour la soirée sans éclat, qui avait mis sa robe à fleurs et son collier de grosses perles, de toutes les... de tout... Attendez, de toutes les... voilà. De toutes les couleurs et des boucles d'oreilles assorties. J'avais perdu ma ligne. Elle vit un cauchemar et se dit tout de même que le plan de ce fou est un peu simpliste. Elle ne connaît euh, que ce qu'elle a entendu au cinéma concernant les prisons, mais elle sait que les portes, les grilles sont multiples, qu'il y a des gardiens armés. Comment ce garçon pouvait-il franchir ces obstacles en poussant simplement devant lui une femme et 3 enfants? Et pourquoi faire surtout? Se rendre dans une cellule, celle d'un certain Letcher? Qui est Letcher? J'ai partagé la même cellule que lui pendant 17 mois. Vous voulez le revoir? Pourquoi? Pour le tuer. Eda ravala sa salive et se tait à nouveau. L'invraisemblable le devient encore plus. Ils sont en marche pour tuer un prisonnier dans une cellule. Et ensuite, lorsqu'il aura tiré,
Ensuite, il s'imagine qu'il sortira tranquillement avec ses otages. Pourquoi voulez-vous le tuer? Nous avons un compte à régler. Eda se tait, parce que son fils aîné, qui faisait semblant de dormir sur son épaule, glisse lentement jusqu'à ses genoux. Il y reste quelques secondes immobile, comme s'il y dormait toujours. Puis il glisse à nouveau et fouille sous la banquette du conducteur. Et là, il ramène doucement la manivelle du cric au pied de sa mère, puis la regarde. Eda sent son cœur s'arrêter une demi-seconde, et le souffle lui manque. Son fils de 10 ans vient de lui indiquer le moyen de frapper le kidnappeur. Il suffit de se pencher, de s'emparer de l'outil et de le frapper par derrière. Eda n'a jamais été violente. Elle n'a jamais frappé personne. Comment s'y prend-on pour assommer un homme? Quelle force faut-il y mettre? Elle n'est pas très adroite ni très forte, mais en frappant de toutes ses forces le crâne, il perdra sûrement connaissance. S'il perd connaissance, elle peut, il faut pouvoir prendre le contrôle de la voiture. Il tombera forcément en avant, donc elle pourra peut-être saisir le volant. Il lâchera peut-être l'accélérateur, mais si son pied reste coincé, il faudra alors le pousser de côté très vite. Toujours à quatre pattes dans ses jambes, Kenneth la regarde, interrogateur. À 10 ans, il est fier d'avoir trouvé la solution. Il savait que le cric pouvait être utilisé. Eda fit un léger signe le long de sa jambe gauche jusqu'à ce que son genou, et elle le saisit, tâtonne, puis trouve la meilleure prise et se lève d'un bond pour frapper de toutes ses forces. Mais il a dû la voir dans le rétroviseur, ou pressentir le geste, et au moment où la manivelle va s'abattre sur son crâne, il freine à mort, dans un hurlement de pneus. Eda est projetée en avant, perd l'équilibre, et la manivelle vient frapper le haut du tableau de bord, faisant voler le, le carreau en éclats. La voiture zigzague un moment, tandis que Douglas tente de maintenir le volant de la main gauche. L'enfant qui dormait sur le siège avant est projeté sur le plancher, se cogne et se met à hurler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà en éclats, Caro. Vous avez abîmé votre voiture. C'est très bête ce que vous avez fait là. Je vous ai dit que je ne vous ferai aucun mal, ni vous, ni aux enfants. Ne recommencez pas, ou vous allez m'y obliger. Vous ne comprenez pas ça. C'est une règle simple. J'ai besoin de votre aide, et si vous me la donnez, je ne vous fais aucun mal. Eda tremble dans ce silence et de la tête aux pieds, de peur et d'épuisement. Elle a tenté ce qu'elle pouvait. Elle a tenté ce qu'elle pouvait. C'est un effort terrible que de se décider à frapper dans ces conditions. Elle a eu peur aussi que la voiture ne dérape et ne se retourne et qu'ils meurent tous dans l'incendie de leur voiture aux portières bouclées. Suzanne et Nicky, qui sont repassés sur la banquette arrière, se sont recroquevillés en chiens de fusil, terrorisés, et malgré cette peur, ils s'endorment tous les deux au bout de 15 minutes. Kenneth, l'aîné, est levé contre le flanc de sa mère. Il tremble lui aussi. Eda fait un effort énorme pour reprendre son calme. Il faut qu'elle discute, puisque cet homme discute qu'il semble avoir une logique. Peut-être peut-elle jouer avec sa logique de mère. C'est même pas moi, c'est Kikette. Il n'aime pas les sites. Ah, ok. Ok, ok. C'est pas la première fois que ça existe, hein.
C'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a un, une fois, il est venu avec un lien et ça mettait toute une panoplie de ce qu'il y a en bas, en photo, en commentaire sur le Discord. Vous n'avez pas besoin de nous tous comme otages. Nous sommes 4 et cela ne fait que vous encombrer. Laissez partir les enfants et moi je resterai. Je vous jure que je ferai tout ce que vous voulez. N'insistez pas, madame, sinon c'est vous que j'abandonne sur la route. Les enfants sont de bien meilleurs otages. C'était logique, en effet. J'aime la délicatesse des mots. Eda n'insiste pas sur ce sujet, mais il faut qu'elle continue à parler, ne serait-ce que pour faire passer cette peur, et qui sait, en parlant, elle trouvera peut-être une autre idée pour contrer cet homme. Pourquoi voulez-vous tuer ce Letcher? Le regard de Douglas accroche le sien dans le rétroviseur. Parce qu'il triche. Vous voulez dire qu'il vous a volé? Il triche aux échecs. Aux échecs? Que viennent faire les échecs dans cette histoire? Un homme qui triche aux échecs et quelqu'un d'autre veut le tuer? Je ne comprends pas. Vous faites tout ça, vous attachez mon mari à un radiateur, vous nous kidnappez mes enfants et moi, vous faites 500 kilomètres en voiture en pleine nuit pour forcer la porte d'une prison et tuer quelqu'un qui a triché aux échecs? Oui, il triche tout le temps. Douglas allait continuer lorsqu'il aperçoit, au loin, sur la route, 4 lumières blanches et des clignotements rouges. Alors il ralentit, sort le revolver de sa poche. C'est un barrage sûrement pour moi. J'avais pourtant averti votre mari de ne pas prévenir la police. Si on m'arrête, tant pis pour vous et pour les enfants. Je lui ai dit, il a triché lui aussi. Mais non, mettez-vous à sa place, il a peur pour nous. Vous n'avez tout de même pas nous tuer froidement tous les 4. Vous ne pouvez pas faire ça. Douglas ne répond pas. Il est concentré sur cette nouvelle situation. Il maintient sa vitesse à 40 km/h environ, puis soudain, il donne un coup de volant, passe sur le fossé peu profond dans un sursaut du châssis et se met à rouler à travers le champ. Il revient sur la route plus loin et plusieurs policiers se précipitent dans l'intention d'encercler sa voiture qui ralentit sérieusement. Alors que la vitre est entr'ouverte, Douglas tire 2 fois dans leur direction et les policiers reculent. Ils savent très certainement que les otages sont dans le véhicule et du coup, ils ne ripostent pas. Douglas crie: Lâchez ça ou je tue les enfants. Les policiers lâchent leurs armes, hésitent avant d'envisager une autre tactique et Douglas en profite. Il accélère brutalement et lance la voiture à nouveau sur la route à toute vitesse. Il prend de l'avance largement, le temps que les voitures de police fassent demi-tour et tentent de le suivre. Il change de route, repart dans un champ de maïs et laisse des traces visibles pour que la police croie qu'il s'enfuit à travers champs. Ce n'est autre qu'une tactique pour leur faire croire qu'ils passent par champs pour éviter les barrages. Eda ne voit rien derrière eux et le jour se lève. Douglas parle. Il va parler pendant 50 kilomètres, raconter son enfance, ce désert affectif. La solitude est sa première attaque à main armée dans un drugstore. Il avait 19 ans à peine et il en avait marre de se nourrir de paquets de cacahuètes. Marre de traîner de ville en ville, sans but, sans toit, sans famille, sans travail. Que fait-on alors quand on sort d'un orphelinat? On sait écrire et compter, on connaît par cœur le texte de la Constitution, on a appris vaguement la conquête de l'Ouest, George Washington et l'assassinat de Lincoln, c'est tout. Et ce n'est rien. Il manque une raison de vivre, l'essentiel, une passion.
J'aurais pas été aussi classe. Dans la classe, très cher. Hmm. Des rencontres officieuses sont organisées. Certains estiment que les prisonniers à l'étoffe d'un champion du monde, le directeur n'est pas contre. Une réinsertion comme cela, pourquoi pas? Quoi de plus pacifiste que les tournois d'échecs? Et oui, les tournois d'échecs sont devenus sa passion. Peu à peu, Douglas en est devenu la vedette, la star de la prison. Le futur champion américain peut-être, et on lui permet d'affronter tous les grands joueurs qu'il souhaite et gagne, il est imparable. J'étais champion du monde, madame. Champion du monde d'échecs. Vous savez ce que c'est? Il ne l'est pas officiellement, bien sûr, bien sûr, pas encore, mais les chroniqueurs parieraient sur lui. Eda ne joue pas aux échecs et en ignore les règles, mais elle sait que, comme tout le monde, qu'un champion du monde d'échecs est un homme important. Douglas est allé au-delà de la passion du jeu. Les échecs sont devenus sa seule raison d'exister, un véritable sacerdoce. Les autorités pénitentiaires songeaient d'ailleurs à le libérer avant la fin de sa peine pour l'aider à s'entraîner. On lui avait trouvé un compagnon de cellule, joueur d'échecs remarquable, lui aussi. Il s'appelait Letcher. Or, c'était une grave erreur, car la cohabitation des deux joueurs est devenue très rapidement atroce, infernale. Ils gagnaient à tour de rôle et il fallait les départager. Alors, il fallut les séparer. Letcher se remit tout seul dans son coin à inventer des coups et Douglas Kent lui devint fou. Sans bruit, sans hurlement, sans éclat, personne ne s'en est aperçu. Ce garçon psychiquement déséquilibré depuis l'enfance, sans point d'appui, sans repère affectif, a été libéré 8 jours plus tôt, complètement fou. Nous songeons qu'à une chose, tuer Letcher, le tricheur, celui qui ne respectait pas les règles du jeu, celui qui l'empêchait en trichant de devenir le meilleur, l'intouchable, le respecté, le fantastique joueur d'échecs qu'il voulait absolument devenir. Letcher devait mourir, disparaître. Il était le pion sur l'échiquier et de sa vie qui barrait le pion sur l'échiquier de sa vie qui barrait sa route vers la gloire des champions suprêmes. Attendez parce que j'ai perdu ma ligne. Euh, un nouveau barrage de police. Et cette fois, il adopte pour une autre tactique. Peut-être est-il au comble de l'exaspération. D'avoir raconté ses ambitions et sa hargne, il fonce, le pied au plancher. Suzanne et Nicky, les deux plus petits, sont ballottés sur la banquette arrière et leur mère les oblige à faire le dos rond, la tête entre les mains. Elle retire ses chaussures et ramène ses jambes sous la banquette arrière. Cette fois, elle ne doit pas rater son coup. D'un bond, elle se propulse sur le siège avant et atterrit, les quatre fers en l'air, à côté du conducteur fou, avant qu'il n'ait réagi. Elle tourne la clé de contact, l'arrache et la jette à l'arrière de la voiture. Douglas sent que la voiture ralentit, il braque vers les champs de maïs, mais Eda se cramponne au volant pour l'en empêcher. La peur lui donne des forces insoupçonnées et de son pied nu, elle cherche la pédale de frein. Les policiers sont autour, l'arme à la main.
Douglas pourrait sortir son revolver, tenter l'intimidation comme la première fois, mais là aussi, il change de tactique. En ouvrant brusquement la portière de son côté, il tente de s'enfuir. Il ne fait que 2 mètres ou 3 dans les champs de maïs. Une nuée d'uniformes lui tombe dessus et le désarme. C'est fini, on l'entraîne sur la route vers les voitures de police. Eda suit avec les enfants, essoufflée, tremblante de l'exploit qu'elle vient de réussir. Douglas, lui, est contraint de s'allonger à demi sur le capot d'une voiture. On le fouille sans ménagement. Il n'a pas d'autre arme. On le redresse pour lui dire ses droits. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. On va lui passer les menottes et il regarde Eda. Désolé pour tous ces ennuis, madame, pour vous et votre famille. Stupéfaite, Eda a subitement pitié de lui. Elle dit alors, ce n'est peut-être... ce- euh, elle dit alors ce que peut-être elle aurait dû dire avant pour le calmer, pour le rassurer, lui rendre le respect de lui-même. Ce n'est pas la peine de le tuer, mon garçon. Je suis sûre qu'il est plus fort que lui. Merci, madame. Pour la première fois, un sourire éclaire son visage de martien joueur d'échecs, sans émotion apparente, guettant le jeu de l'adversaire. Merci, madame. Échec et mat.